je tenais déjà à vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez, voilà, de pouvoir présenter cette publication que vous avez évoquée, qui en anglais se traduit par Tackling the Missing Middle of the Tech Investment Landscape in Benin. Donc, le document original est rédigé en anglais et ça s'intéresse vraiment à comment faire pour combler le déficit en investissement en capital, voilà, dans l'écosystème tech au Bénin. Alors, pour revenir à votre question, qu'est-ce qui a suscité en fait cette réflexion? Il faut dire déjà que ça part d'abord d'un passé. Donc, à la base, je suis un ancien cadre de banque. Donc, j'ai travaillé ici plusieurs années en tant que responsable d'une direction, voilà, en charge du financement des petites et moyennes entreprises et également, à côté de cela, d'opérationnaliser une unité qui serait dédiée au financement des micro-petites entreprises de ce qu'on appelle le segment mésofinance. Donc ça part de là en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, on recevait des projets de très petites entreprises de moyenne, mais on recevait également des projets d'une catégorie d'entreprises innovantes que là, nous allons qualifier de start-up et de start-up technologiques. Donc, au niveau des banques commerciales, ce n'était pas, je vais dire, la cible première des banques commerciales, compte tenu du niveau de risque élevé et du fait que ce n'est pas une clientèle qui venait a priori avec une clientèle. On aura le temps d'en parler. Donc, c'est déjà pour évoquer les difficultés du secteur bancaire local, et ce n'est pas que le secteur bancaire béninois, à financer des startups. Donc, après le secteur bancaire, voilà, j'ai eu à rejoindre un certain nombre de cercles de réflexion. Et parmi ceux-là, il y a celui d'un institut londonien qu'on appelle Dream VC. Voilà, donc au niveau de Dream VC, ça m'a vraiment donné l'opportunité d'approfondir cette réflexion et également de pouvoir la structurer dans un document dont l'objectif est, un, de pouvoir mettre en lumière un certain nombre de réformes, de pouvoir mettre en lumière un certain nombre d'actions qui ont été menées au Bénin, qui font que le Bénin devient plus attractif pour les investissements en capital. Le problème que, je vais dire, est-ce que je vais appeler ça le problème? Ce qui a été observé déjà, c'est que aujourd'hui, comment les investisseurs internationaux perçoivent le Bénin? Eh bien, ils perçoivent le Bénin comme une destination non attractive. Et ça, c'est attesté par un indice, voilà, un indice qu'on appelle le GVC PE Country Attractiveness Index, c'est-à-dire le Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index. Donc, c'est un indice de 2023 qui classe le Bénin 118e sur 125 pays. 118e, c'est-à-dire que 7 places de plus et on est les derniers. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les investisseurs internationaux en capital risque et en capital investissement considèrent que le Bénin n'est pas une destination attractive. Mais je ne peux pas être béninois. Je suis béninois, mais je constate qu'il y a un certain nombre d'éléments, donc de domaines de cet indicateur. Quand on les prend comme éléments d'appréciation, on voit que le Bénin a beaucoup bougé. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Le Bénin a beaucoup avancé. Et donc, c'est cela qui m'amène à exposer toutes ces choses-là qui devraient désormais être prises en compte par les investisseurs en capital risque et en capital investissement pour considérer le Bénin comme désormais une destination attractive. C'est ça, en fait, que je développe dans ce document. En fait, la mésofinance, on va dire, c'est une discipline de la finance. Déjà, dans ce mot, vous avez méso, qui veut dire le milieu. Alors, à quoi cela fait référence? En fait, aujourd'hui, lorsque vous prenez la clientèle des entreprises au Bénin et un peu partout en Afrique, vous avez généralement deux institutions qui financent ce genre d'entreprise par de la dette, donc du crédit. Vous avez les institutions de microfinance, donc généralement qu'on qualifie avec le vocable de SFD dans l'UMOA, et vous avez les banques, donc qui sont généralement des banques commerciales. Le problème qui se pose, il est le suivant, c'est que au niveau des institutions de microfinance, vous avez une grande partie de cette clientèle
qui ont plus de facilité à accéder à des financements en microfinance, mais au fur et à mesure que leurs besoins de financement vont croissant. Pourquoi? Parce que voilà, vous arrivez au niveau de la microfinance, vous arrivez à un stade donné, si vous avez un bon historique de crédit, les montants augmentent progressivement. Mais il arrive un moment où les capacités de l'institution de microfinance, et si vous voulez, on pourra revenir là-dessus, on pourra revenir plus tard sur ça, les capacités des institutions de microfinance, donc des SFD, ces capacités deviennent beaucoup plus limitées. Et donc, il faut maintenant que la banque prenne le relais. Malheureusement, il est beaucoup plus difficile pour les banques de pouvoir apprécier la nature des risques sur la clientèle des très petites et petites entreprises, pas nécessairement pour des questions de ratio, mais parfois pour des contraintes au niveau de l'écosystème. Donc, aujourd'hui, il est important de pouvoir développer une offre de financement vraiment au milieu, donc entre la microfinance et la banque. Les institutions de microfinance arrivent à financer ces petites et très petites entreprises, mais à des moments se retrouvent limitées en termes de capacité. Les banques ont les capacités, et je vous le montrais tout à l'heure, les banques ont les capacités de pouvoir financer davantage ces petites et très petites entreprises, mais n'ont pas nécessairement l'appétit pour ce segment-là. Elles préfèrent beaucoup plus financer de grandes entreprises et des moyennes entreprises. Donc voilà pour définir très simplement ce que c'est que la mésophilie. Il faut déjà parler, les startups, c'est un concept un peu nouveau. Donc je vais partir de ce que nous tous nous connaissons, qui est la PME, ou je dirais les micro, petites et moyennes entreprises. Vous savez que la plupart des entreprises n'ont pas nécessairement la même taille. Quand vous voulez distinguer les entreprises, vous allez considérer un certain nombre d'éléments, par exemple le chiffre d'affaires, par exemple l'effectif, le total des bilans, et vous n'avez pas, toutes les entreprises n'ont pas nécessairement les mêmes tailles si on doit tenir compte de ces critères. Vous allez en avoir qui sont des micros, vous allez en avoir qui sont des petites, et vous allez avoir d'autres qui sont des moyennes entreprises. Ça, nous connaissons généralement ces entreprises. C'est le couturier, c'est le jeune couturier, par exemple, pour la micro-entreprise. C'est la petite poissonnerie qui fait peut-être un chiffre d'affaires de 40 millions de CFA, de 50 millions de CFA voilà, par an. Ça, c'est la petite entreprise. La moyenne entreprise, on va se retrouver dans l'ordre de 150 millions. Et au-delà de 2 milliards, nous avons la grande entreprise. C'est la classification que nous avons ici au Bénin. Ça, c'est des entreprises auxquelles nous sommes habitués, nous les rencontrons, on peut dire, tous les jours. C'est des entreprises qui ont un siège, vous savez où la trouver. C'est des entreprises qui ont une clientèle. Et ça, c'est très important pour pouvoir faire la distinction avec la start-up. Elles ont une clientèle. Donc, à partir du moment où j'ai une clientèle, ça implique que j'ai également des recettes que je peux montrer à mon banquier. Donc, quand vous êtes dans le secteur bancaire, même le secteur de la microfinance, c'est des indicateurs que l'on regarde. Voilà. Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir apprécier, on va dire, le chiffre d'affaires de l'entreprise? Généralement, on va dire, tiens, on va conseiller aux promoteurs d'entreprise de domicilier ses recettes, ce qui va nous permettre, voilà, de pouvoir attester du niveau d'activité, donc de son chiffre d'affaires. On va au siège de l'entreprise, on constate les équipements en place, on constate le personnel. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de dire, tiens, voilà une entreprise, voilà sa taille. Ça, c'est également, voilà ce qu'elle fait. Voilà l'activité principale que mène une entreprise, parce qu'une entreprise peut avoir plusieurs activités. Je viens de vous définir ce que c'est que les micro, petites et moyennes entreprises. Je viens maintenant aux startups. La startup, c'est complètement différent. La startup, en général, c'est une jeune entreprise. Jeune, ça peut être relatif. Il y a des startups qui ne sont pas si jeunes que ça. Ils ont peut-être 5-7 années d'existence. Mais généralement, c'est d'abord une jeune entreprise. C'est aussi une idée. Une idée. C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que en matière de financement, financer une startup, ce n'est pas pareil que financer une micro, petite et moyenne entreprise. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous disais,
il y a une clientèle existante. Et donc, on a un certain recul pour pouvoir apprécier le montant de financement. Du côté de la start-up, parfois, vous n'avez même pas une clientèle. C'est une idée, c'est un concept, mais un concept qui peut monter en échelle. En anglais, on appelle ça du scalable. Donc, c'est un modèle économique encore à bâtir. Mais pour ça, il faut de l'argent. Le banquier, tant que lui ne voit pas les recettes, il ne vous financera pas. Par contre, lorsque vous allez dans le venture capital, oui, si le concept est bien pensé, si vous avez un MVP, minimum viable product, donc un produit minimum viable, qui convainc l'investisseur, eh bien, il peut avancer de l'argent, voilà, justement pour, voilà, je prends un exemple d'un MVP, c'est par exemple une application qui, de VTC qui va permettre de connecter des personnes qui disposent d'un véhicule avec des personnes qui souhaitent être transportées d'un point A à un point B. Donc, je suis à la recherche d'investisseurs, je n'ai pas encore un seul client, mais au moins, j'ai déjà développé une application. Et j'ai besoin maintenant de financement, voilà, pour tester mon produit. J'ai besoin de ce financement pour pouvoir payer des équipes de développeurs qui vont me permettre d'améliorer le produit. Jusque-là, on n'a pas encore un seul client. C'est pour ça que je parlais c'est la notion d'idée. En sachant que dès qu'on lance l'activité, qu'on peut avoir on peut avoir une croissance très rapide qui rapporte énormément d'argent. Donc la start-up, c'est d'abord une idée qu'on finance et qu'on ne finance pas par de la dette. La banque, c'est de la dette. La start-up se finance généralement par du capital risque. Et donc là, contrairement à la dette suppose que je vais avoir un échéancier parce qu'en face, j'ai des recettes. Mais ici, du côté de la start-up, je n'ai pas de recettes. Donc, on ne peut pas me caler des échéances. Sinon, on va tout de suite tomber en impayé. Donc, les personnes qui viennent, les investisseurs en capital, ce sont en fait mes associés. Ce ne sont pas des prêteurs, ce ne sont pas des créanciers, c'est des gens qui partagent le même risque que moi. D'où cette notion de capital risque. L'investisseur sait qu'il finance du risque. Voilà un peu la différence entre la micro, petite et moyenne entreprise et la start-up. En fait, c'est un problème de capacité. Si je résume en termes très simples, vous avez d'un côté la microfinance qui a cette bonne volonté de vouloir financer, parce qu'elles sont généralement très inclusives, qui a cette volonté, mais qui n'a pas nécessairement toutes les capacités. Je vais développer ce que j'entends par capacité. Et vous avez de l'autre, les banques qui ont les capacités, mais l'appétit au risque sur cette clientèle est moindre. Alors, en termes de capacité, on va prendre quelque chose de très simple que la plupart des entreprises connaissent, en tout cas lorsqu'elles établissent une relation avec une institution financière, pour ce qui est du crédit. Quand on vous accorde un crédit, vous avez une lettre de notification qui précise le montant du crédit, qui précise le taux, qui précise la durée, qui précise également la périodicité de remboursement et éventuellement même des garanties si elles sont prévues en fonction du montant. Pourquoi les institutions de microfinance, donc les SFD, pourquoi je disais que leurs capacités sont limitées? En fait, il y a déjà au niveau des institutions financières, il y a des règles de gestion qui influencent les conditions de crédit, donc qui influencent la capacité à prêter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle les fonds propres. Les fonds propres, c'est vraiment ce que les actionnaires ont dans l'entreprise. Donc, c'est composé de quoi? C'est composé de leur capital, des réserves, donc des résultats nets. Parfois, il y a une partie qui est distribuée, il y a une partie qui n'est pas redistribuée, qui retourne dans l'entreprise financer les investissements. Alors, ces fonds propres, plus ils sont importants, plus vous avez de capacité à pouvoir prêter. Plus ils sont faibles, et moins vous avez de capacité à pouvoir prêter. C'est une notion très importante qu'il faut comprendre, qui vous permet de comprendre pourquoi c'est difficile aux institutions de microfinance de pouvoir satisfaire à tous les besoins des petites et très petites entreprises. Si je reviens au montant, vous avez une petite entreprise qui vient vers vous, voilà, je prends une micro-entreprise, un jeune couturier, il vient vers vous pour un besoin de 500 000 pour acheter sa première machine. Acheter sa première machine et voilà, quelques instruments pour pouvoir faire son travail. OK, vous lui accordez. Au bout de 2-3 ans, cette entreprise a connu une certaine croissance et elle finit par avoir une commande, je ne sais pas, de 50 millions auprès d'une école
qui souhaitent qu'on confectionne des uniformes pour les élèves. Et donc là, vous avez maintenant cette micro-entreprise qui a besoin d'un financement de 20 millions pour acheter des machines industrielles. On est parti de 500 000. Maintenant, on a besoin de 20 millions. Au niveau d'une institution de microfinance, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que 20 millions est déjà un niveau de risque très élevé au niveau d'une microfinance. Ces fonds propres sont faibles. Si vous prenez les institutions de microfinance au Bénin, on a généralement des fonds propres qui équivalent à, qui se retrouvent en dessous de 2 milliards. Par contre, du côté des banques, vous avez des fonds propres. Certaines banques aujourd'hui ont des fonds propres de 80 milliards, de 100 milliards. Donc, vous voyez déjà en termes de capacité. Et je vais vous donner des chiffres pour mieux illustrer la chose. Si vous regardez aujourd'hui le secteur financier au Bénin, il fait environ 7 000 milliards de CFA. Dans ces 7 000 milliards, vous avez 6 418 milliards qui proviennent uniquement des banques commerciales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actifs des SFD au Bénin représentent moins de 10% de ceux du secteur financier. Premier élément à savoir. Dans ces 6 418 milliards dont je vous parlais, du côté des banques, vous avez 3 318 milliards de crédits. 3 318 milliards de crédits. Du côté des institutions de microfinance, et ça, excusez-moi, je n'ai pas précisé l'année, c'était en 2023. Du côté des institutions de microfinance, vous avez quoi? 259 milliards. Donc regardez, le volume de crédit injecté par les banques, ça fait 13 fois celui des institutions de microfinance. C'est vrai que dans le volume de crédit accordé par les banques, vous avez les grandes entreprises. Maintenant, on va essayer d'analyser un tout petit peu en sachant que dans les 250 milliards que j'évoquais du côté des institutions de microfinance, c'est quasi exclusivement des très petites entreprises. Mais du côté des banques, le volume de crédit qui est accordé aux petites et très petites entreprises, ça fait à peine 500 milliards. Donc quand vous rapportez ça à 330 milliards, vous voyez, ça fait un ratio qui va tourner autour de 10-15%. Donc 500 milliards du côté des banques pour 250, en sachant que les banques, généralement, elles ont quoi comme le nombre de clients petites entreprises? Ça fait moins de 20 000, alors que du côté des institutions de microfinance, ça fait 3 millions de clients. Donc, si vous prenez juste ces chiffres, on voit très clairement que les banques ont des capacités à prêter beaucoup plus importantes du fait de leurs fonds propres, du fait de leur volume de crédit, mais elles financent très peu les petites entreprises. Elles préfèrent se concentrer sur les moyennes entreprises. L'essentiel de leurs engagements est concentré sur les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Voilà un tout petit peu un meilleur éclairage sur cette notion de capacité entre les capacités des institutions de microfinance et des banques. Les startups ne peuvent pas être financées par des banques commerciales, à part bien sûr des schémas de financement qui vont impliquer à la fois un investisseur en capital et un complément du côté du secteur bancaire. Sinon, ce qu'il faut je souhaiterais que les personnes qui nous suivent retiennent au terme de cette interview, c'est qu'une start-up ne peut pas se financer du côté d'une banque. Ce n'est pas le type de financement adapté à une start-up. Maintenant, je réponds directement à votre question. Pourquoi il est difficile pour les banques de pouvoir financer les très petites entreprises? Le premier problème que nous avons, il faut d'abord savoir que nous sommes dans des économies fortement informelles. Informel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas une traçabilité sur votre chiffre d'affaires. Vous déclarez ce que vous voulez, je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas de facteurs tangibles qui me permettent d'attester du niveau de votre chiffre d'affaires. Le Bénin est une exception en la matière avec l'introduction de la facture normalisée qui fait qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile au Bénin de pouvoir dissimuler ses ventes. Mais avant l'avènement de la facture normalisée, on n'était que sur du déclaratif. Vous avez les promoteurs d'entreprises qui déclarent un chiffre d'affaires donné aux impôts pour minorer le montant des impôts, mais ils ont d'autres états financiers qu'ils présentent à la banque, voilà, pour avoir des montants de crédit beaucoup plus élevés. Et c'est ça ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Elle est très, très forte au Bénin et en Afrique.
c'est très difficile de pouvoir attester du niveau de chiffre d'affaires d'une entreprise, de son niveau d'endettement. Et ça a été longuement un problème lorsqu'on n'avait pas une centrale des risques, et lorsqu'on n'avait pas un bureau d'information sur le crédit. Vous avez la même personne qui prête d'une institution, qui va emprunter de l'argent d'une institution financière à une autre, et on n'a pas nécessairement l'information. Donc, il y a ce problème en termes d'information, il y a ce problème d'asymétrie d'information qui est très, très, très fort. Il y a autre chose qui est lié, un autre élément qui peut expliquer pourquoi les banques ont du mal à aller sur la clientèle des petites et très petites entreprises. C'est déjà l'organisation même de ces entreprises. Très difficile de pouvoir tenir une comptabilité. C'est généralement des entreprises familiales. Donc voilà, c'est très difficile de savoir comment les financements sont utilisés. Est-ce que les financements sont uniquement utilisés pour les besoins de l'entreprise? Est-ce qu'une partie de ces financements peut être divertie pour satisfaire des besoins familiaux? Ça encore, c'est très difficile dans ce contexte. Vous avez la question de la garantie, mais elle est plutôt relative. On ne va pas vraiment s'attarder là-dessus. Mais généralement, les garanties éligibles, il est beaucoup plus défini. Et je dis garantie éligible parce que généralement, au Bénin, on se dit, tiens, une garantie, c'est quoi? C'est un immeuble. OK, d'accord. Mais ça dépend encore du titre de propriété que vous avez pour cet immeuble. Si vous avez des certificats administratifs, ce n'est pas nécessairement une garantie. Vous n'avez pas encore présenté à une banque une garantie qu'elle pourrait qualifier d'éligible. Mais par contre, si vous avez un titre foncier, là, la garantie devient éligible. Éligible, en fait, aux exigences réglementaires. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Voilà, en fait, 3 raisons qui expliquent le fait que c'est très difficile pour les banques d'aller sur la clientèle des petites et très petites entreprises. Il y a l'asymétrie d'information, il y a l'organisation des entreprises et il y a également les questions en termes de garantie. Donc, la difficulté pour ces petites et très petites entreprises à produire des garanties éligibles, des garanties qui satisfont aux exigences réglementaires. Très bien. Alors, si je commence par les micro, petites et moyennes entreprises, ce que nous connaissons de façon traditionnelle, voilà, c'est la dette. Donc, parce que voilà, nous avons un écosystème qui est majoritairement composé de banques. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, les banques représentent plus de 90% des actifs du secteur financier. Donc, lorsqu'on parle de financement au Bénin, on parle d'abord de banques. Après, maintenant, les institutions de microfinance, donc les SFD. Ce qu'il faut dire déjà, c'est quoi? C'est que la dette n'est pas le seul moyen de financement. C'est-à-dire que vous avez des financements alternatifs. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez obtenir des financements sous forme de garantie. Vous avez également d'autres formes de financement, par exemple plus adaptées à la start-up, que sont le capital risque. Et au fur et à mesure que ces start-up connaissent une certaine croissance, que ça devient une entreprise mature, le relais est pris avec le capital investissement, donc le private equity. Mais vous avez d'autres formes de financement alternatifs. Vous avez par exemple le leasing. Et ça, vous le voyez déjà avec, je ne vais pas faire de la publicité à une société, mais vous le voyez déjà avec une société de VTC qui opère ici au Bénin, donc qui met des véhicules à disposition de particuliers, donc disons d'auto-entrepreneurs. Elle loue les véhicules et ils payent des loyers. Ça, on est dans ce qu'on appelle on est dans ce qu'on appelle du leasing. D'accord? Donc ça, c'est une forme de financement alternatif. Parce qu'autrement, le chauffeur, le particulier aurait été obligé d'aller acheter un véhicule. Ça va lui coûter quoi? 11 millions, 12 millions, 13 millions, il n'en a pas les moyens. Donc on paye la voiture, on lui met à disposition, on dit tiens, tu vas conduire cette voiture, tu me payes ceci chaque jour, et au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, tu deviens propriétaire du véhicule. Voilà, on te vend la voiture à la valeur résiduelle. Et tu deviens propriétaire de la voiture. Ça, c'est du leasing. Nous avons également de l'affacturage. L'affacturage, c'est quoi? C'est que vous êtes une entreprise, par exemple une petite entreprise ou même une moyenne, vous livrez un client qui vous paye peut-être à 30 jours, à 60 jours. Comment faire pour mobiliser de la trésorerie pour pouvoir satisfaire à d'autres commandes? Donc ça, vous allez aller vers une entreprise ou une institution financière qui est spécialisée dans l'affacturage
Et donc, vous allez lui apporter toutes les preuves de la créance, donc des livraisons qui ont été effectuées, et donc, voilà, de l'assurance que donne votre client, donc l'entreprise à qui vous avez fourni la prestation, l'assurance que cette entreprise donne, comme quoi elle va payer dans le délai imparti, donc dans les 30, 45 ou 60 jours. Et sur cette base, cette institution financière va vous avancer de l'argent. Elle va racheter votre facture. Ça, on appelle ça de l'affacturage. Donc, c'est une forme alternative de financement. Nous avons quelque chose qu'on voit en Europe, mais qui n'est pas encore assez bien cadré dans nos écosystèmes ici en Afrique, qui est le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est quoi? C'est que vous allez sur une plateforme, donc une plateforme en ligne, qui connecte des personnes qui disposent de ressources, donc des particuliers. Mais ça, c'est une notion qui est très importante. Ce ne sont pas des spécialistes du financement. Ce n'est pas des professionnels du financement. Mais c'est des gens qui sont prêts à analyser un concept, un projet, et à mettre un peu d'argent, donc de petites sommes, ça pourrait être quoi, 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs. Chacun y met de son sien, et lorsque la cagnotte est réunie, eh bien, ceux qui gèrent cette plateforme de crowdfunding, les promoteurs de cette plateforme de crowdfunding, mettent à disposition de l'entreprise qui a sollicité ce financement, ils mettent les fonds à sa disposition pour réaliser le projet. Donc, dans le crowdfunding, on a différentes variantes du crowdfunding. On a le crowd equity, donc ceux qui ont, ça veut dire que les particuliers là investissent dans l'entreprise. On a le crowd lending, donc ces personnes prêtent à l'entreprise. Et on a le crowd donation, mais ça ne nous concerne pas, puisque ça c'est la donation. Donc voilà des formes alternatives de financement. Donc si je résume, vous avez quoi? Vous avez le leasing, qui est une forme de financement alternatif. Vous avez, tout à l'heure j'avais évoqué la garantie. Vous avez l'affacturage, vous avez le crowdfunding, vous avez encore plusieurs autres formes de financement alternatifs qu'il est important que nous puissions développer ici au Bénin. Et il faut dire que déjà, il y a certaines évolutions, il y a déjà des lois. Nous avons récemment, bon, pas récemment, depuis 2017, nous avons une loi sur l'affacturage, nous avons une loi sur le leasing, mais il y a encore beaucoup de difficultés d'opérationnalisation, ce qui fait que ça ne se traduit pas dans les offres de financement proposées aujourd'hui par nos institutions financières. Déjà tout à l'heure, quand je parlais de capital risque, je faisais une différence avec la dette. Une dette, ça va supposer quoi? Une dette, vous allez l'obtenir auprès d'un SFD ou auprès d'une banque. Donc, ça va supposer que, voilà, que l'institution financière va vous remettre un échéancier. Donc, voilà, je vous accorde tel montant, vous me remboursez sur une durée qui peut varier de 6 mois. Et s'il s'agit d'investissement, ça peut aller à 5 ans, donc 60 mois. Donc, il y a une périodicité de remboursement. Elle peut être mensuelle, mais elle peut également être trimestrielle. Rarement, elle peut être annuelle. Que vous vendiez ou pas, vous êtes tenu de faire face à ces échéances-là. Ce qui n'est pas le cas du capital risque. Je prends un risque et je vous ai défini cette notion de risque qui est liée un peu au modèle économique des startups. Je sais que je finance du risque et je ne sais pas à quel moment les premières recettes vont être constatées. Alors, plutôt que de me poser en créancier, en prêteur, je vais plutôt m'associer à celui dont le fondeur, la personne qui crée l'entreprise, je vais plutôt m'associer à cette personne. C'est ça, en fait, l'investissement. Donc, je deviens son associé. Il n'y a pas d'échéancier. Nous sommes ensemble jusqu'à ce que l'entreprise devienne rentable, jusqu'à ce qu'elle puisse monter en puissance, jusqu'à ce qu'elle soit scalable. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ça, en fait, cette distinction entre la dette et le capital risque. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le Bénin devient, je disais tout à l'heure qu'on était classé 118e. 118e, donc nous ne sommes pas 118e sur 125 en 2023, donc nous ne sommes pas attractifs pour le capital risque. Donc, ça demande déjà de se questionner, qu'est-ce que nous avons au niveau du Bénin? Est-ce que nous avions un écosystème entrepreneurial? Est-ce que nous avions un écosystème fintech solide? D'accord? Est-ce que nous avions une offre de financement en capital risque, une offre de financement adaptée, donc une offre de financement en capital risque pour ces startups? Donc tout ça peut expliquer le fait que nous n'étions pas bien classés. Mais ce que j'essaie de dire en fait dans cette publication, dans ce document,
c'est qu'entre-temps, le Bénin a beaucoup évolué. Et ça, vous allez le comprendre très, très vite. Déjà, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cet indice que je vous ai cité tout à l'heure, le Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index, le 2023, qui est un indice qui mesure l'attractivité d'un pays pour le capital risque et pour le capital investissement. C'est ce qu'on appelle des indices composites. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. On analyse non seulement par pays la stabilité macroéconomique, on analyse la profondeur du secteur financier, on analyse la capacité du pays, l'environnement des affaires du pays, on analyse également le dynamisme de l'écosystème entrepreneurial. Tout ça, ce sont des éléments qui sont analysés par des chercheurs et qui permettent à la fin de déterminer ce qu'on appelle un indice synthétique qui permet au finish de pouvoir classer chaque pays. Et c'est ça, au vu de tout ça, qu'on estime que ces instituts estiment que le Bénin est très mal classé. Mais je disais tout à l'heure que nous avons beaucoup évolué. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, le Bénin est passé du statut de pays moins avancé à celui de pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure. Ça, c'est très important de le savoir. Nous ne sommes plus dans la catégorie des pays les moins avancés. C'est une évolution majeure. Deuxième chose, depuis plusieurs années maintenant, depuis pratiquement 5 ans, le Bénin affiche l'un des taux de croissance les plus importants en Afrique. Nous sommes quasiment tout le temps au-dessus de 6%. Le Bénin était reconnu depuis plusieurs années pour sa stabilité économique, sa stabilité politique. Vous voyez, ce n'est pas le pays dans lequel on vous parlera de coup d'État. Il y a une alternance politique. Voilà, chaque 5 ans, il y a de nouvelles élections. Les élections la tenue des élections est respectée. Nous ne parlons pas de troisième mandat au Bénin comme dans d'autres pays. Donc, il y a une certaine stabilité. Il y a également des investissements massifs. On a parlé peut-être du programme d'action du gouvernement, un document, mais il y a des éléments qui se traduisent dans la réalité. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le numérique, c'est quoi? C'est 369 milliards d'investissements. 369 milliards d'investissements entre 2021 et jusqu'en 2026. Et ces investissements, vous et moi, nous le constatons. Nous avons aujourd'hui une administration intelligente. Nous avons un certain nombre de e-services, un certain nombre de documents administratifs que nous pouvons télécharger en ligne sans effectuer un déplacement. Vous voulez payer des impôts, vous les payez en ligne au Bénin. Vous voulez faire votre visite technique, vous prenez un rendez-vous en ligne, vous allez faire la visite technique, vous présentez votre véhicule et l'attestation voilà, de contrôle de votre véhicule vous est envoyée en ligne. Donc aujourd'hui, nous avons une administration digitale puissante. C'est vrai qu'il y a encore des e-services qui vont être rajoutés, mais vous avez aussi, à côté de cela, le débit Internet qui s'est nettement amélioré. On pourra en reparler si c'est la question de l'abordabilité de l'Internet, on pourra en reparler. Mais bref, nous avons une économie numérique qui est très dynamique. Nous avons un écosystème entrepreneurial, notamment start-up technologique, composé de plus de 110 start-up au Bénin. Donc bref, il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, et ça, tout ce que je viens de vous citer, est reconnu par des organismes internationaux. Si vous prenez par exemple la JSMA qui a publié récemment un rapport sur la transformation numérique de l'économie béninoise, vous avez la Banque mondiale et la Société financière internationale qui ont évalué l'économie numérique du Bénin en 2020, qui ont fait, la SFI a donné une appréciation très encourageante sur ce qui se passe au Bénin en 2024. Donc la plupart des grands organismes internationaux reconnaissent un certain dynamisme, une transformation numérique qui est palpable au niveau du Bénin, avec une forte ambition de devenir un hub numérique dans la sous-région UEMOA. Donc voilà, je peux dire des éléments palpables qui montrent qu'il y a une dynamique qui font que ces indicateurs, les différents domaines qui ont été pris en compte pour calculer ces indices, il y a des choses à revoir, en tout cas en ce qui concerne le Bénin, et qui devraient pouvoir indiquer que le Bénin devient plutôt une destination plus attractive pour le capital risque.
La thèse d'investissement concerne beaucoup plus les investisseurs en capital, les investisseurs en capital, disons, on va dire, ceux qui font du VC, donc le capital risque, et ceux qui font du private equity. La thèse d'investissement, c'est quoi? C'est juste un document, d'accord? C'est juste un document qui décrit les zones géographiques dans lesquelles vous comptez investir, les secteurs dans lesquels vous allez investir, le type d'entreprise, à quel stade vous investissez dans telle ou telle start-up. Donc, c'est ça la thèse d'investissement. Et comment est bâtie une thèse d'investissement? Ça part d'abord d'un certain nombre d'analyses économiques, donc qui sont faites et qui permettent de dire si tel ou tel pays est attractif pour l'investissement. Et tout à l'heure, je vous avais parlé du GVCPE. Donc voilà, je vous avais parlé de cet indice. Et donc, ces investisseurs, en fait, se réfèrent à de tels indices pour voir quels sont les pays qui sont attractifs pour l'investissement. Et sur la base des informations qu'ils collectent, ils vont maintenant bâtir leur thèse d'investissement. Et donc, vous comprenez le problème. À partir du moment où, à la source, on dit déjà que le Bénin n'est pas attractif pour les investissements en capital risque et en capital investissement, il y a donc peu de chances que la destination Bénin figure dans les thèses d'investissement des investisseurs en capital risque ou de ceux qui font du private equity. Si déjà, la plupart des indices disent que le pays n'est pas attractif pour ce type d'investissement. Donc c'est un peu ça. Donc, c'est sur ça qu'aujourd'hui, on essaye de travailler pour donner un nouveau regard, faire en sorte que ces investisseurs puissent avoir un regard différent, puissent nous regarder avec des lunettes beaucoup plus neutres. Nous sommes vraiment un pays très pacifique. Il y a une stabilité politique, stabilité économique. Vous n'avez pas, lors de nos transitions, vous n'avez pas un gouvernement qui revient sur les décisions du précédent gouvernement. Donc, nous avons la paix, nous avons une certaine stabilité au niveau du Bénin. Ça, c'est le premier élément. Parce que là où il y a la guerre, on ne peut rien investir. Ensuite, vous avez une économie qui est très dynamique, je l'évoquais tout à l'heure. On a aujourd'hui une stabilité macroéconomique. Nos indicateurs macroéconomiques sont plutôt bien tenus. J'en ai évoqué qu'un seul, le taux de croissance qui figure parmi les plus élevés d'Afrique, quasiment tout le temps au-delà de 6%. Mais à côté de cela, nous avons un écosystème entrepreneurial dans le domaine de la technologie qui est très dynamique. Je vous ai évoqué tout à l'heure environ 110 startups qui ont été recensées au niveau du Bénin, qui interviennent soit dans le domaine de la fintech, de l'edtech, soit dans le e-commerce ou bien la health tech. Donc, il y a un écosystème entrepreneurial qui est aujourd'hui très dynamique. Vous avez un certain nombre d'atouts, mais peut-être que tout à l'heure, on reviendra également sur un certain nombre de faiblesses de l'écosystème qui touchent à la réglementation. Pourquoi j'en parle? C'est vrai que la question que vous me posez concerne les atouts, mais il y a également des faiblesses. Et certaines faiblesses ne sont pas liées, certaines faiblesses ne dépendent pas que de la volonté des autorités béninoises. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une zone économique, dans une zone monétaire. Donc, nous partageons une réglementation avec d'autres pays à l'échelle de l'UEMOA. Et si cette réglementation propre au capital investissement et au capital risque, si cette réglementation n'est pas adaptée, parce qu'on parle d'une réglementation qui date de 2003, nous sommes en 2025 aujourd'hui, donc une réglementation vieille ancienne de 22 ans. Donc, si elle ne répond plus aux ambitions actuelles, il est important de la toiletter, sauf que ça ne peut pas se faire qu'au Bénin. Ça doit se faire à l'échelle de l'UEMOA. Donc, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, voilà un peu les atouts que nous avons. Nous avons aussi une certaine volonté de développer une offre locale de financement en capital risque et en capital investissement. Il y a déjà eu une première expérience au Bénin, donc avec des fonds publics. Elle n'est pas encore concluante, donc il y a beaucoup d'axes d'amélioration de ce côté, mais il y a quand même une volonté, parce que, je le disais dans un post précédent, si nous-mêmes nous ne soutenons pas nos startups avec le secteur privé local, avec les fonds publics locaux, il ne faut pas s'étonner du fait que ceux-là qui prendraient le risque, qui amèneraient leurs capitaux de l'étranger, au moment maintenant de rapatrier les dividendes, je le disais dans mon post, il ne faudrait pas qu'on se mette
à critiquer ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le risque que nous n'avons pas voulu prendre pour soutenir nos startups. Donc, il y a un travail qui se fait en local pour développer une offre de financement en capital risque au niveau du Bénin. La fiscalité a longtemps été un problème du côté des investisseurs. C'est également l'une des faiblesses, la réglementation, d'accord? Donc, la réglementation des activités d'investissement, mais également la fiscalité. C'est également un sujet. Donc ça mérite vraiment un toilettage. Il y a une nouvelle réglementation accompagnée justement d'un certain nombre de mesures qui sera accompagnée d'un certain nombre de mesures fiscales. Il y a une nouvelle réglementation qui est en cours d'approbation au niveau des autorités de l'UEMOA. On espère, on ne sait pas exactement quel est leur agenda, dans combien de temps ces nouveaux textes vont être adoptés. Donc ça, c'était pour revenir sur certaines faiblesses. Pour répondre directement maintenant à votre question, qu'est-ce que ça va apporter? À partir du moment où une start-up, c'est aussi une entreprise. Et une entreprise recrute du personnel. Quand elle est en croissance, elle recrute. Quand une entreprise améliore son chiffre d'affaires, améliore son résultat net, il y a un impact automatique sur le produit intérieur brut. Pourquoi? Parce que l'entreprise crée de la richesse. Et tout à l'heure, je vous disais qu'en 2020, donc après 60 ans d'indépendance, le Bénin est passé du statut de pays moins avancé au statut de pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure. Donc ça, qu'est-ce qui permet cette transition? C'est la croissance de votre produit intérieur brut. Donc il faut des entreprises dynamiques, il faut des entreprises, que ce soit nos micro, petites et moyennes entreprises ou même les grandes entreprises, il faut des startups qui créent de la richesse. Donc à partir du moment où nous développons une offre en local, que nous arrivons à attirer des investisseurs en capital, ça nous permet de faire croître plus rapidement nos entreprises, donc de faire croître la richesse, qui améliorera forcément nos classements à l'international, d'augmenter le nombre d'emplois, de développer un peu cet esprit créatif. On parle beaucoup de chômage au Bénin et dans plusieurs pays africains, mais à partir du moment où on crée de l'emploi, on fait croître, on soutient nos startups, on crée des emplois. On crée des emplois, on crée des opportunités de marché, parce que ça aussi c'est important, parce que tout le monde n'est pas nécessairement salarié. Vous grandissez, vous avez besoin de travailler avec des prestataires. Ce ne sont pas des salariés, mais les commandes que vous leur passez permettent à ceux-là de faire tourner leur machine. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça ce qui est recherché. Faire en sorte que le pays soit le plus attractif pour les investisseurs internationaux, d'accord? Développer une offre en local, ce qui permet de pouvoir accroître la richesse et également de développer les emplois. Merci. En fait, votre question, je dirais qu'elle est profonde. Pourquoi? Parce que ça remonte à assez loin, mais je vais essayer de faire court. Ça remonte d'abord à mon passé d'ancien cadre de banque et donc toutes les difficultés que je rencontrais à pouvoir financer certaines catégories de clients, de clientèle, dont les startups. Et donc, ce passage dans l'accélérateur londonien Dream VC, ce passage justement m'a permis vraiment de pouvoir nourrir cette réflexion sur comment rendre attractif le Bénin aux yeux des investisseurs internationaux, tout en sachant que nous développons aussi en local une offre pour pouvoir soutenir nos startups. Donc pourquoi disons, ce travail en termes de communication, de publication? C'est parce que nous devons être visibles. Il se passe des choses dans notre pays, des choses qui peuvent permettre à d'autres personnes qui ont non seulement les ressources, parce que quelque chose qu'il est important de savoir, le capital risque, ce n'est pas en fait que du financement, ce n'est pas que du cash. Vous avez des investisseurs, en tout cas lorsqu'ils sont très bien organisés, ils ne viennent pas qu'avec de l'argent. Ils viennent avec un réseau de fournisseurs, un réseau de clients, avec un pool d'experts donc qui renforce votre efficacité opérationnelle, qui renforce vos capacités stratégiques. Donc, il y a tout ça en fait que nous recherchons. Mais avant de l'avoir, il faut bien sûr être visible. Il faut bien sûr pouvoir montrer, voilà ce que nous sommes en train de faire au Bénin.
il y a déjà beaucoup de communication du côté du gouvernement par rapport aux réalisations au niveau du Bénin. Et donc, quelqu'un comme moi qui est beaucoup plus dans la posture d'un écosystème builder, donc quelqu'un qui apporte un appui au développement de l'écosystème, il est important de pouvoir mettre tout cela en perspective, de pouvoir mettre les projecteurs, mettre un coup de projecteur sur ce qui se fait du côté du capital risque et du capital investissement. Qu'est-ce qui se fait de bien au Bénin? Qu'est-ce que nous pouvons tirer des expériences à l'étranger? Parce qu'il y a des pays en Afrique, je vais en citer quelques-uns. Le Rwanda qui fait des choses extraordinaires de ce côté-là en matière de promotion de la destination Rwanda pour attirer des investisseurs en capital. Vous avez le Maroc, vous avez l'île Maurice. Et donc, tout ce que je publie sur LinkedIn, c'est ce qui se fait de bien au niveau du Bénin, ce que nous pouvons améliorer, ce qui se fait de bien dans des écosystèmes qui ne sont pas les États-Unis, parce que voilà, vous êtes d'accord que quand on est 118e, on ne va pas chercher à être premier, on ne va pas se comparer aux premiers que sont les États-Unis, on ne va pas se comparer à eux. On va forcément se comparer à des gens qui sont à des niveaux de classement beaucoup plus proches. Le Maroc, par exemple, sur ce classement que j'avais évoqué tout à l'heure en 2023, le Maroc se retrouvait à la 50e place, le Rwanda environ à la 70e place. Vous avez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, voilà, qui sont entre 80, 90. Donc, il faut déjà chercher à rattraper ces pays-là, plutôt que de se comparer à des pays beaucoup plus avancés. C'est tout un chemin pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, on se compare à des écosystèmes qui ont des réalités beaucoup plus proches que les nôtres. Et c'est ce que j'observe, c'est ça que j'analyse et que je publie en fait sur LinkedIn. Voilà le Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal en 2020 a adopté une loi qu'on appelle le Startup Act. Quels sont les avantages de cette loi? Bon, malheureusement, la loi a été adoptée en 2020, mais le décret d'application n'est venu qu'en 2025. Donc, c'est des choses que j'observe et je dis, voilà des signaux, voilà voilà ce qui est bien, voilà ce qui se fait de moins bien. Il ne faut pas qu'au Bénin, à un moment où nous adoptons, encore que nous au Bénin, on n'a pas un Startup Act, entre le moment où on adopte une loi et le moment où on prend le décret d'application, il ne faut pas laisser 5 années passer. Donc, c'est des choses comme ça que j'observe et que je diffuse sur LinkedIn. Je vais commencer par les jeunes start-upers. Ce que je dirais aux jeunes start-upers, vous savez, les questions de financement, l'accès au financement, il est vrai qu'il est plus facile dans certains pays que dans d'autres, mais je ne crois pas qu'il y ait un endroit sur cette terre où on vous dira c'est très facile de mobiliser du financement. Donc, il faut déjà qu'au niveau de nos entreprises, de façon générale, avant d'arriver aux startups, il faut déjà que nos entreprises aient cette culture de la transparence. C'est quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas dissimuler votre chiffre d'affaires et espérer lever de grands financements. D'ailleurs, même peut-être, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, lorsque vous avez l'intention de travailler avec un VC fund, donc un fonds d'investissement en capital risque, quand ces gens-là viennent dans des pays comme le Bénin, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, lorsqu'ils identifient des entreprises qui ont un potentiel, l'expérience a montré que l'une des premières conditions qu'ils posent avant d'investir, c'est d'arranger votre situation fiscale. Donc de régulariser toutes vos ardoises avec le service, avec l'administration fiscale. Tout ça pour dire quoi? Il ne faut pas attendre que ce soit ces gens-là qui viennent nous dire « soyez à jour de vos impôts, de vos taxes ». Il ne faut pas attendre, il faut déjà cultiver. Il faudra que naturellement, nous puissions avoir une certaine culture de la transparence. Deuxième chose, il faut aussi que nous ayons cette culture de travailler avec d'autres. Donc, accepter. Nous avons beaucoup d'entreprises familiales. Donc, c'est très difficile pour nous d'accepter le fait que des gens vont rentrer dans notre capital. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons pouvoir travailler. Donc, deux choses du côté des startups. La transparence, donc éviter vraiment de continuer dans cette asymétrie d'information. Et la deuxième chose, c'est vraiment s'ouvrir à l'idée que, voilà, que quelqu'un puisse entrer dans votre capital, que vous soyez 2, 3 à contrôler l'entreprise.
Du côté des investisseurs en capital, mon mot est, il y a une nouvelle dynamique au Bénin. Il y a des choses palpables. Il y a une dynamique entrepreneuriale qui est forte, qui est palpable. Il y a des investissements gouvernementaux massifs. Il y a une reconnaissance internationale de plusieurs organisations par rapport au dynamisme de l'économie numérique du Bénin. Il y a des offres de financement en local qui se développent. Il y a le secteur financier qui, malgré ses difficultés, a quand même des capacités pour participer à des opérations de co-investissement. Quand je dis co-investissement, c'est-à-dire quelqu'un investit et voilà, de l'autre côté, la banque peut apporter un complément de financement sous la forme d'une dette. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il y a des réflexions pour pouvoir structurer tout ça. Donc, je voudrais vraiment que les investisseurs internationaux qui nous suivent, qu'ils nous regardent avec des lunettes beaucoup plus neuves et qui se disent, il se passe quelque chose au Bénin, nous avons des opportunités, je vais utiliser leur terme, il y a des deals au Bénin. Donc ça, c'est ce que je recommanderais, c'est mon mot à l'endroit des investisseurs internationaux en capital risque et en capital investissement également. Je viens maintenant à nos autorités. C'est important pour nous de développer l'offre en local. C'est important pour nous de pouvoir mettre en place, de renforcer nos incubateurs et nos accélérateurs pour préparer nos startups à l'investissement. Parce qu'on ne va pas à la rencontre de l'investisseur comme ça. Il faut être préparé à l'investissement. Et donc, pour ça, c'est le travail des incubateurs et des accélérateurs. Il faut développer l'offre en local. Les autres ne viendront pas développer nos startups pour nous. Eh bien, s'ils viennent investir dans nos startups, alors que nous ne le faisons pas, eh bien, au moment de rapatrier leurs dividendes, ne disons pas non, ça fait trop, regardez ce qu'ils renvoient comme dividendes dans leur pays. C'est très simple, nous n'avons pas voulu prendre le risque. Et donc, ils se sont suppléés à nous. Donc, ne les condamnons pas lorsqu'ils rapatrient leurs dividendes. D'où l'importance pour nous de développer cette offre en local. Donc, voilà en fait ce que moi je recommanderais. Ah, j'oubliais quelque chose. Développer une offre en local, mais créer les conditions d'un écosystème, donc d'un environnement des affaires favorable. Et quand vous créez un environnement des affaires favorable, tout à l'heure, je vous avais défini ce que c'est que la thèse d'investissement. J'avais établi la relation avec l'indice dont je vous avais parlé, le Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index, dont je me réfère toujours au 2023 parce que c'est l'un des plus récents. À partir du moment où les thèses d'investissement, ceux-là qui rédigent les thèses d'investissement, regardent ces indices, il faut tout faire pour améliorer votre environnement des affaires de façon à ce que votre classement sur cet indice puisse s'améliorer. Si ce classement s'améliore, ça veut dire qu'on considère que vous êtes une destination plus attractive. Donc là, maintenant, on vous intègre dans la thèse d'investissement et on commence maintenant des missions de prospection, voir est-ce qu'il y a des opportunités, est-ce qu'il y a des deals au Bénin. Donc voilà un peu ce que nos autorités peuvent faire au niveau du cadre macroéconomique, au niveau de l'environnement des affaires pour rendre la destination plus attractive aux investisseurs. Pourquoi c'est maintenant? Bon, déjà, première chose, il faut dire que le capital risque, le capital investissement, il est très récent en Afrique. Aujourd'hui, quand vous parlez du capital, si on va parler, parce que voilà, c'est deux classes d'actifs différentes, le capital risque d'un côté, le capital investissement. Vous savez, en 2020, on parlait de quoi pour tout le continent africain? On parlait peut-être de 2 milliards, de 2 milliards de dollars d'investissement en capital risque sur le continent. On est même allé jusqu'à quoi? Jusqu'à 7 milliards en 2022. Mais après, il y a eu une chute, et ça, ce n'est pas que le continent africain. Il y a eu une chute, voilà, des investissements en capital. Et selon le rapport que vous prenez en 2024, tantôt, si vous prenez Partech Africa, vous allez parler quoi? De 3,2 milliards d'investissements en capital risque. Si vous prenez une autre revue qui est celle de l'African Venture Capital Association, on vous parlera de 3,6 milliards. Généralement, il y a toujours des petites différences, mais les montants sont quasiment, se rapprochent généralement. Donc, on parle de quoi? De 3,6 milliards d'investissements en capital risque sur tout le continent. Il faut voir que dans ça,
il y a 4 pays qui attirent le gros de ces investissements. C'est le Nigeria, c'est l'Égypte, c'est le Kenya, c'est l'Afrique du Sud. Donc des destinations anglophones. Au niveau de la zone francophone, on attire beaucoup moins d'investissements en capital, en capital risque, à part des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui sont plus présents dans les classements régionaux. Mais une bonne nouvelle que je peux vous annoncer, c'est qu'en 2024, pour une fois, le Bénin a figuré dans le haut de tableau avec un investissement dans une start-up qui à l'origine est une start-up indienne, mais dont les opérations, la base opérationnelle se retrouve au Bénin. Il s'agit de Spiro. Donc c'est une société qui est spécialisée dans la production de motos électriques, de motos écologiques, et qui a reçu une levée de fonds de 50 millions de dollars. Et ça représentait en 2024 52% des levées de fonds dans la zone Afrique de l'Ouest francophone. Donc c'est déjà une première pour le Bénin. En sachant que lorsque vous avez des succès du genre, il y a un effet domino qui s'observe. Plus vous avez de succès, plus ça attire l'attention des investisseurs internationaux. Donc nous avons tout intérêt à ce qu'il y ait d'autres startups à capitaux. Là maintenant, je prêche un peu pour ma paroisse. Cette fois-ci, à capitaux majoritairement béninois. Nous avons intérêt à faire en sorte à développer une offre en local, rendre plus visibles nos startups de façon à attirer beaucoup plus de capitaux, faire en sorte que nous ayons plusieurs success stories, et à partir du moment où on a plusieurs success stories, eh bien vous continuerez d'en avoir, ça monte de façon exponentielle. C'est moi qui vous remercie et je félicite encore Génération Décomplexée